rendez-vous de septembre à Monte-Carlo, courtiers, réassureurs et cédantes se rejoignent pour discuter et négocier en vue des renouvellements de 1er janvier prochain. On sait que le marché des catastrophes naturelles est particulièrement sous tension, mais qu'en est-il des autres marchés? Quelles sont les demandes des cédantes et les réponses des réassureurs? Pour répondre à ces questions, je rejoins Alkis Simaratos de Willis Re. Alkis Simaratos, bonjour. Bonjour. Alors peut-être en première question, quelles sont les projections de renouvellement? Alors qu'ici à Monaco on discute un petit peu des futurs renouvellements. Les projections que vous avez sur le 1er janvier 2018? Alors bon, c'est évidemment une période sensible pour faire des projections de renouvellement, notamment avec les ouragans qui arrivent, mais je dirais qu'on reste relativement sur la même ligne que nous avions, c'est-à-dire que nous sommes dans un marché qui est relativement bien fourni en termes de capacité. Et donc, les projections de renouvellement seront que ce seront des renouvellements pour la partie européenne qui seront relativement dans la même tendance que nous avons vue. Donc, nous ne pensons pas que nous allons aller sur des baisses importantes, mais nous sommes en tout cas sur une stabilisation du marché de la réassurance au 1er janvier. En ce qui concerne les tarifs, ça fait quelques années qu'on vient ici, qu'on nous dit que les tarifs baissent, ou alors au mieux, pour les plus optimistes, ils sont flat. On voit qu'il y a effectivement des gros événements. Alors c'est peut-être compliqué de mesurer l'impact encore aujourd'hui sur les tarifs, mais est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement une inversion de cycle, ou est-ce qu'il y a déjà, on sent quelque chose qui bouge cette année, ou enfin pour le 1er janvier 2018? Alors ça va être intéressant, je pense que les acteurs et les réassureurs voudront une inversion du cycle. Maintenant la vraie question c'est dans quelle mesure un événement américain peut affecter des renouvellements qui sont plutôt des renouvellements à l'international et pour nous en Europe et en EMEA. Donc il y a deux points là-dessus. D'abord, est-ce que les acteurs qui vont souscrire des risques EMEA et internationaux non US ont des portefeuilles ici? Pas tous, premièrement. Deuxièmement, est-ce que le capital disponible dans le marché de la réassurance va être significativement impacté par ces événements? Donc je vais vous donner un ordre de grandeur. Il y a 350 milliards de capitaux propres en réassurance dans le monde. Si on a des événements qui sont à 20 milliards ou à 60 milliards, et nous ne sommes pas ici pour déterminer la valeur de ces événements, mais on va éroder 80 milliards, ça reste totalement gérable dans le marché. On a d'ailleurs déjà des investisseurs qui expriment leur appétit à remettre de la capacité pour les États-Unis, ce qui veut dire qu'on va toujours avoir de la capacité pour les marchés européens. Donc, pour répondre précisément à votre question, si on reste dans des événements modestes en tout cas absorbables dans le cadre des résultats des réassureurs, il est peu probable que l'impact se fasse sentir au 1er janvier. Dans les discussions, évidemment, il se fera sentir ici, mais il est peu probable que ça ait un impact significatif. Si l'événement est beaucoup plus majeur et que donc nous atterrissons sur un scénario de 150 milliards de dollars pour une tempête de type Irma, il n'est pas exclu que certaines capacités qui sont dédiées à l'Europe, finalement, aillent se positionner sur les États-Unis, parce que plus rentable, parce que les prix aux États-Unis vont augmenter, et si les prix aux États-Unis augmentent, il est plus intéressant pour un réassureur d'aller allouer une partie de son portefeuille de manière plus prépondérante aux États-Unis où il peut se refaire. Une certaine forme de jeu de vase communicant, un petit peu de capitaux qui se déplacent en fonction de la demande et du tarif de la demande finalement. Exactement. Et donc la vraie question, c'est de savoir si les événements vont avoir un impact sur ce capital ou pas. Donc là, on a parlé du risque CAT, parce qu'il est au cœur de l'actualité. Quelles sont les autres demandes, plus particulièrement en Europe, puisqu'effectivement le risque CAT qui nous concerne plutôt les États-Unis. En Europe, quelles sont plutôt les demandes des cédantes vis-à-vis des assureurs en termes de placement de risque et de prise de risque par la partie réassurance, justement? Alors on a évidemment une grande proportion de risque CAT aussi en Europe. Vous allez voir, le dommage au bien reste une ligne prépondérante, mais après on va avoir toutes les branches plus on va dire responsabilité civile, automobile qui sont encore très présentes. On a des nouvelles branches et des nouvelles problématiques qui émergent comme le cyber dont on pourra parler. Et donc ces branches restent les branches d'actualité pour les acheteurs. Alors peut-être que un des éléments de la question, c'est de savoir comment les acheteurs décident-ils de se protéger quand ils souscrivent ces branches-là. Et là, on voit vraiment un changement qui est dû à trois piliers. Un, le pilier réglementaire. La réglementation devient plus stringente et du coup, elle force les compagnies à s'observer différemment. Deuxième facteur, un facteur informatique. Les compagnies sont plus à même de déterminer leur vision consolidée
de portefeuille. Donc elles sont équipées d'outils qui leur permettent d'analyser le risque non plus par branche mais au niveau global. Et troisième facteur, je dirais un facteur de management, c'est-à-dire que les directions générales décident aussi, elles, d'observer leur compagnie de manière plus consolidée du fait du régulateur et du fait de ces améliorations informatiques. Donc par conséquent, oui, on a plusieurs branches d'activité, du dommage, de la responsabilité civile et de l'auto, mais de plus en plus, on a des compagnies qui commencent à réfléchir leur stratégie de réassurance de manière holistique. Ça a un vrai impact sur la manière dont elles achètent. Nous, on a vu une recrudescence par exemple des couvertures qu'on appelle multi-line, donc des couvertures où finalement le groupe va se dire moi j'ai plusieurs branches d'activité, j'ai pas besoin de les protéger séparément, j'ai les fonds propres pour accueillir cette volatilité et je vais développer des couvertures qui sont plus holistiques. Premier élément. Deuxième élément, je crois qu'on a longtemps vécu en réassurance, vous en avez sans doute entendu parler, dans un paradigme du capital. C'est-à-dire qu'on disait il faut prendre de la réassurance parce que ça protège mon capital. Bon, de plus en plus, un certain nombre de sociétés sont relativement bien capitalisées parce qu'elles ont des cadres réglementaires qui les obligent à se capitaliser. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que des outils de transfert de risque peuvent être utiles pour de la gestion de la performance? Parce qu'on se rend bien compte que les entreprises d'assurance, qu'elles soient entreprises mutualistes ou quelles que ce soit des sociétés anonymes, n'aiment pas la volatilité de leurs résultats, soit pour leurs sociétaires dans un cas, soit pour leurs actionnaires dans l'autre. Et donc on voit une recrudescence d'opérations qui sont des opérations qui visent à protéger la volatilité du résultat et donc quelque part aller céder des risques qui sont plus fréquents, moindre intensité mais un peu plus fréquents et qui vont permettre à la compagnie de gérer son compte de résultat. Donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être moins de rétention aujourd'hui sur le marché et plus de cession de risques sur certaines branches vers les réassureurs? Alors c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est d'avoir des rétentions consolidées, c'est-à-dire de dire nous on va regarder toutes nos rétentions et on va déterminer, par exemple, si je souscris de l'automobile, du dommage aux biens habitation, de la marine, je détermine sur ces trois branches la rétention que le groupe, dans son entièreté, est prêt à prendre. Donc ils vont peut-être remonter les rétentions par branche, mais déterminer une rétention globale. Et donc si je devais vraiment décrire un facteur, c'est une détermination d'une rétention globale qui conduit, du coup, si vous décidez que pour votre entreprise, vous avez besoin d'une seule rétention toute branche, vous allez du coup vous orienter vers un programme de réassurance qui va couvrir en excédant des pertes, quelles que soient les branches, au partir d'un certain niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et en plus, on voit de l'appétit des réassureurs sur ce type de produit. Une dernière question pour revenir sur la question tarifaire. On a parlé des CAT avec ce qui se passe effectivement aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des branches qui sont sous vigilance? Je pense par exemple à la France où il y a une augmentation de la sinistralité des gros corporels. Est-ce que la branche automobile se retrouve du coup en vigilance en Europe et plus particulièrement en France? Alors, c'est une bonne question. La branche automobile est toujours une branche à vigilance par nature parce que c'est une branche longue. Maintenant, je dirais que les tendances telles que perçues à plus long terme par les acteurs en automobile est plutôt une baisse des fréquences et donc la baisse de la matière automobile. Pourquoi? Parce que les véhicules se dotent technologiquement et donc mécaniquement vont engendrer un nombre moins fréquent d'accidents. Ces accidents seront sur le dommage corporel potentiellement moins coûteux, en tout cas dans leur fréquence, il y aura toujours des accidents qui seront corporellement coûteux. Sur les dégâts matériels plus coûteux parce que dotés de technologie, mais cette augmentation de coûts n'atténue pas, ne permet pas de compenser la réduction de la fréquence qu'on va observer et qu'on commence déjà à observer. Alors je vais vous donner un exemple. On se rend compte qu'un certain nombre de portefeuilles qui sont dotés de véhicules géolocalisés ont des performances qui sont supérieures et ce sont des facteurs qu'on peut d'ores et déjà commencer à expliquer aux réassureurs pour obtenir des conditions qui soient plus adéquates à ces portefeuilles-là. Très bien, merci Alkis Simaratos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des RVS 2017.